Un chercheur du CNRS utilise les moyens du CNRS, donc l'argent du contribuable, pour une opération politique. L'exode d'utilisateurs de X vers des réseaux sociaux mondialo-sorosiens, dans le même temps, on nous impose des restrictions budgétaires. Envisagez-vous de porter plainte contre le CNRS pour abus de biens sociaux ? Alors, on peut regarder ça, j'avoue que je n'ai pas pensé à le faire. On peut regarder si on peut le faire, mais le problème, c'est qu'en France, le système des class actions n'existe pas. Class actions, vous savez, c'est comme aux États-Unis. On peut demander à des citoyens, des groupes de citoyens de porter plainte. Donc, est-ce qu'une plainte de nous contre ça serait recevable ? Je ne sais pas. C'est possible, c'est pas certain. Bon. En tout cas, pour l'instant, nous, on l'assaisonne sur les réseaux sociaux. Je me suis procuré, d'ailleurs, un document publié par ce monsieur Chavalarias, je ne sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle, David ? Chavalarias, voilà. Ce monsieur, qui est financé sur fonds publics, en fait, il a participé à des débats avec Rudi Reichstadt et avec comment s'appelle-t-il, Julien Pain, non, Tristan Mendès France. Je rappelle que ce sont des gens qui ont détourné de l'argent public du fonds Marianne, quand même. Hein, ces pseudo-fact-checkers qui étaient là, en fait, une espèce de garde-chourme de l'ordre établi, qui ont martyrisé, harcelé, insulté, traîné dans la boue, pendant la Covid, notamment l'épidémie de Covid, des gens qui essayaient de se faire leur propre opinion, voire de dire la vérité. Je me rappelle toujours comment quelqu'un comme le professeur Montagnier a été traîné dans la boue. Moi, j'ai dit que nous, si on arrive au pouvoir, on fera le professeur Montagnier à titre posthume Grand Croix de la Légion d'honneur. Parce que c'est une honte, la façon dont ça s'est passé. Donc ces messieurs étaient avec ce monsieur Chavalarias, et puis il y avait aussi une députée, Madame Le Grip, qui est une députée PS, puis devenue Renaissance, etc., etc. Donc ils ont participé à des débats, c'est de l'entre-soi, n'est-ce pas, où ils passent leur temps à taper sur tout ce qui n'est pas les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Voilà. Ce sont des officines de désinformation totale. Et vous savez, on ne critique bien que ses propres turpitudes, paraît-il. Ils ne passent leur temps à critiquer leurs propres turpitudes. C'est eux qui font de la désinformation absolument constante. Alors, moi j'ai regardé ça et j'ai vu que M. Chavalarias, qui la joue cool avec les cheveux, une chemise style 68 art, etc., qui vient comme ça, baba cool. En fait, baba cool, il passe son temps, toute son action au CNRS, en tant que chercheur, entre guillemets, c'est de pondre des documents pour défoncer la Russie, défoncer Poutine, défoncer Trump, favoriser l'État profond américain, tout soutenir le discours et le narratif macroniste. Enfin, c'est que ça. C'est une honte, c'est un véritable détournement de fonds. Et le type, il se prévaut de la liberté, la liberté de recherche, la liberté universitaire. Mais la liberté universitaire, c'est pas le droit de faire des trucs qui sont ultra politisés. Et en plus, son travail, je le dis ici et je veux bien qu'il m'attaque, c'est de la merde. Parce que j'ai regardé, il a fait un dossier que je suis allé regarder. J'ai envie d'ailleurs de faire une vidéo là-dessus. Il y a un dossier qui s'appelle, je crois, 10 minutes avant Poutine. Enfin, c'est le truc complètement apocalyptique. On va être envahi par les hordes venues d'Asie centrale. C'est comme... Ça remonte, c'est des terreurs ancestrales. Hein. C'est comme Attila qui arrive, et puis la protection de Paris par Sainte-Geneviève. Enfin, on en est réduit à des hantises qui remontent au 5e siècle après Jésus-Christ. Hein. Ils jouent sur les mêmes peurs. Bon. Minuit moins 10 avant Poutine. C'est un dossier. Et là-dedans, on apprend quoi ? Mais c'est tout sauf scientifique, son truc. Le type, il se prévaut d'être un mathématicien, mais mathématicien, mon œil. Le type, il relève les gens qui tiennent des propos qui sont contre le narratif de l'OTAN contre la Russie. Par exemple, moi. Moi, vous me connaissez ce que j'ai dit. Bon. À partir du moment où j'explique l'histoire de la Russie, la véritable histoire de l'Ukraine, la véritable histoire de la Crimée, l'histoire
du Kanak avait en Crimée, l'histoire de Novorossia, l'histoire de Catherine la Grande, l'histoire de Potemkin, etc., l'histoire du traité de 1794 avec le don de ces terres à la Russie. Quand j'explique que l'histoire, je vous renvoie à toutes mes vidéos sur l'histoire de ce conflit, quand j'explique le traité de Péréoslav de 1754, la cession de la Crimée à l'Ukraine par Khrouchtchev, qui était en partie ukrainien, pour le tricentenaire en 1954, enfin quand j'explique tout ça, c'est-à-dire vraiment, alors je peux peut-être une petite erreur factuelle historique, mais je ne le pense pas. Quand je mets tout cet appareil critique sur la table, lui rien, hein, ce type-là. Le type, il se relève simplement que je tiens des propos qui iraient dans le sens de Poutine, donc je suis payé par Poutine. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment le complotisme. Et ils passent leur temps à dénoncer le complot, mais c'est eux les complotistes. Et alors, il a fait un truc qui s'appelle... C'est de la fausse science, c'est de la pseudo-science. Il a fait une espèce de graphique. Vous n'en avez pas un, là, dans les... Vous pourriez pas le montrer? Non, je sais pas. Enfin, allez voir ce dossier qui s'appelle Minuit moins 10 avant Poutine. Il a fait un graphique, comme ça, une espèce de toile d'araignée. On se croirait dans des journaux d'extrême droite des années 30, hein, du style Gringoire où je suis partout. Hein. C'est-à-dire la pieuvre. Là, c'est pas la pieuvre juive ou le bolchevique, là, c'est la pieuvre Poutine, mais c'est exactement le même type de raisonnement. Et alors, j'ai vu que mon nom est cité. Je fais un moment, je suis parti de la pieuvre. Alors, j'ai un nom petit, mais j'ai vu que M. Philippot a un nom beaucoup plus grand, parce qu'il est toujours important de mettre M. Philippot en avant plutôt que moi, bien entendu, chez ce genre de personnage, pour bien insister sur le fait que ce serait l'extrême droite, etc. Parce que M. Philippot a une image d'extrême droite, qu'on le veuille ou non, donc ça a été naninana. Donc, allez voir. Et moi, j'ai trouvé... C'est affiché où? Ah, c'est affiché à l'écran. Très bien. Et on voit bien derrière moi, là? Devant moi? Ah bah c'est encore mieux. Ah bah alors je parle derrière. Bah vous voyez, regardez ce truc-là. Mais c'est incroyable. On a l'impression que c'est super scientifique, mais c'est, excusez-moi, je le répète, c'est vulgaire, mais je le dis parce que là j'y mets vraiment toute mon énergie, c'est de la merde. Ça ne veut rien dire. Le mec, il se paye de mots, il fait un graphique pour enfumer la population. Hein, bah c'est toujours la même histoire. Tiens, c'est comme Macron avec le traité, l'amitié, le couple franco-allemand, ou bien c'est comme Zemmour et Knafo invités de Trump. Bah là, c'est le même truc. Là, il veut faire croire qu'il est le grand scientifique, big boss, etc., super matheux, super mathématicien, et il prouve par des histogrammes, par des abacs, par des équations, des trucs, des intégrales, des dérivés, enfin je sais pas ce qu'il fait, mais tout ça, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que, en fait, il ne prouve strictement rien. Mais il essaie d'épater la galerie avec ce genre de dossier. Voilà. Et tout ça, alors, à la limite, si c'était un poivreau comme ça qui faisait ça dans un bistrot, je sais pas, à 3h du matin du côté de Pigalle, bon, très bien, tout le monde rigolerait. Et le mec, il prend la pose du type directeur de recherche au CNRS, s'il vous plaît, etc., invité sur les grands plateaux de télévision, monsieur le directeur de recherche. Mais c'est incroyable! C'est incroyable! Enfin, ce type devrait partir sous les horions. Et tout ça, ça nous coûte de l'argent. Parce que le plus extraordinaire dans la situation en France aujourd'hui, c'est que nous sommes pas seulement les adhérents de l'UPR, mais tous les gens qui me regardent, et énormément de catégories socio-professionnelles, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les fonctionnaires, les ouvriers, les employés, etc., les retraités. On est obligé de payer par nos impôts ou par des taxes diverses et variées, on est obligé de payer des gens pour que ces gens nous crachent à la figure. C'est quand même la vérité. Voilà. Quand je pense que je paye mes impôts pour financer un type qui fait un truc qui n'a absolument rien de scientifique, uniquement pour nous saloper collectivement comme si on était des agents de Poutine, c'est une honte. Moi, je vais regarder si on peut pas l'attaquer plutôt en diffamation, parce que mon nom est cité. Donc là, je vais voir si on peut pas l'attaquer en diffamation, parce que c'est incroyable. Mais de la même façon, d'ailleurs, que par l'intermédiaire du financement des journaux, ben les adhérents de l'UPR, enfin, ou les 330 000 personnes qui avaient voté pour moi à la présidentielle de 2017, ce sont des imposables, des contribuables. On paye par nos impôts des journaux
comme le journal Le Monde, qui fait comme si nous n'existions absolument pas. Ou par d'autres journaux comme Libération qui nous insultent, qui m'ont traîné dans la boue au moment de la pseudo-affaire qu'on m'avait lancée. Ça, je ne l'ai pas oublié. Je ne l'oublierai jamais, la façon dont ça s'est passé. Comment essayer de tuer une personnalité politique? Ça, je rappelle que Libération, allez vous renseigner sur Libération. Le rédacteur en chef, là, M. Dov Alphon, qui est un ancien du Mossad, il était à la tête du journal Haaretz. Allez vous renseigner. Donc moi, ça, je n'oublierai jamais. On est face à véritablement des gens, une espèce de mafia. Moi, c'est le véritable réseau, c'est ça en fait. Ceux qui disent oui, il y a des algorithmes. Alors ça, c'est le nom que Mme Valérie Ayer, la pauvre, ou Mme Nathalie Loiseau. Elles n'ont jamais su de leur vie ce que c'était qu'un algorithme, mais elles ont vu que ça faisait chic. Alors maintenant, sur Internet, où elles ont même écrit, je crois, à Mme von der Leyen, qu'il fallait se méfier les algorithmes d'Elon Musk qui, comment dirais-je, dans le réseau X Twitter, favoriserait indûment telle ou telle personne. Moi, ce que je vois surtout, c'est que je vois surtout très souvent Madame Sandrine Rousseau, enfin je vais plus la voir, j'espère, et puis je vois souvent aussi Madame Loiseau ou Valérie Ayer qui... Voilà, donc en fait, si j'ai bien compris l'algorithme de Trump, il a un algorithme à la fois pour les messages et un algorithme pour les notes sur la communauté. En fait, ces algorithmes, il en a donné le code source à tout le monde. C'est le seul. Donc tout le monde peut aller vérifier. Il a un code source qui promeut les messages qui ont le plus d'audience, qui démarrent le plus vite, si j'ai bien compris. En gros, c'est ça. Bon. Et le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, ce sont les messages qui disent que Madame Nathalie Loiseau est bête comme une valise sans poignée, qui effectivement sont plus aimés que ceux qui disent que c'est le prix Nobel de philosophie. Voilà, c'est comme ça. Il faut qu'elle se fasse une raison. Madame Loiseau ou Madame Valérie Ayer, je sais pas quoi. Alors elles en sont là à raconter des histoires d'algorithmes, etc. Mais est-ce qu'il y a eu des algorithmes sur le passage dans les médias? En vertu de quel algorithme, d'ailleurs, moi, je suis totalement interdit d'antenne? En vertu de quel algorithme le journal Le Monde, depuis 18 ans, ne m'a jamais consacré un entretien depuis 18 ans? En vertu de quel algorithme le journal Le Monde n'a jamais consacré un débat contradictoire, par exemple entre Madame Valérie Ayer ou moi-même, devant les lecteurs du Monde qui sont censés être des gens étant éduqués, ce sont des professions libérales, des professions intellectuelles, des professeurs d'université, des professeurs de lycée et collège, des professeurs des écoles, comme on dit maintenant, des instituteurs. Ce sont des professions libérales, des médecins, ce sont des hauts fonctionnaires, donc ce sont des étudiants. Ce sont des gens qui portent plus attention, peut-être le public, les lecteurs du Monde, portent peut-être plus d'attention à la vie de la cité, comme on dit, à la République, aux affaires politiques, aux grandes affaires du monde, qu'un Français qui ne lit pas ça ou s'intéresse aux émissions de Hanouna, par exemple. Bon. Donc normalement, le journal Le Monde, qui est, paraît-il, the journal de référence en France, aurait dû, depuis belle lurette et régulièrement, entretenir des débats contradictoires entre, par exemple, il y aurait, moi et puis Madame Ayer, qui auraient débattu. D'ailleurs, ils auraient pu faire une vidéo, ils auraient fait énormément de vues, et puis ça leur aurait remonté leurs finances plutôt que de taper sur le contribuable. Et puis ils publieraient un grand dossier Frexit. Avantages, inconvénients à attendre du Frexit. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui respecterait l'intelligence des Français, l'intelligence des gens. Les gens, ils demandent... Je comprends parfaitement que les gens ne veulent pas me croire comme ça à ma bonne mine. C'est-à-dire que les gens, ils sont pleins de... On leur a tellement mis dans la tête depuis 68 ans, depuis le traité de Rome, qu'en dehors de l'Europe, c'était la mort instantanée, qu'ils ont du mal à penser. Mais il y a de plus en plus de gens qui veulent avoir des informations et qui se posent vraiment des questions. Bon. Jamais le journal Le Monde n'a voulu avoir ce débat qui aurait été un débat pour que les gens se décident au moment des élections d'une façon éclairée, comme on dit. Le consentement éclairé, comme on l'a dit pour la Covid-19. Une des raisons pour lesquelles je ne me suis pas fait vacciner moi-même et même personne de ma famille non plus, c'est parce que, et je pense beaucoup de gens qui me regardent, c'est parce que ceci qui est du b.a.-ba était interdit. On avait affaire à des produits qui étaient des produits expérimentaux qui n'avaient pas fait la fin
qui n'avaient pas subi tous les tests. Et on ne savait absolument pas quels seraient les effets secondaires. C'était un procédé entièrement novateur, inquiétant. Et le débat avec des personnalités qui auraient été traitées sur le même plan était interdit. Vous aviez des prix Nobel de médecine comme M. Patrick Cohen qui se permettait d'insulter, de traîner dans la boue le professeur Montagnier, celui qui a découvert le virus du sida. On en était là quand même, hein. Voilà. Alors sur le Frexit, c'est encore pire. Là, il n'y a pas de débat. Voilà. C'est-à-dire, on est prié de croire que le Brexit c'est une catastrophe. On est prié de croire que le Frexit est impossible. D'ailleurs, le gouvernement, vous le savez, à Madame la porte-parole du gouvernement, à Madame Primas, a fait savoir qu'il n'y aurait absolument pas, il était inenvisageable d'avoir un référendum sur le Frexit et la sortie de l'Union européenne. Donc, nous sommes bien en dictature. Et quand on voit ces journaux comme Le Monde ou Libération, tous les journaux en fait sont dans le même sac, ou les grands médias qui se pincent le nez comme ça en disant non, je ne peux absolument pas rester sur Twitter parce que c'est contraire à la diversité des opinions, ils mentent. Et est-ce qu'ils croient vraiment qu'ils nous sont sympathiques, ces gens-là ? Mais pas du tout. Pas du tout. Ils nous ont, depuis 18 ans, ils nous insultent, ils nous méprisent, ils nous invisibilisent, et maintenant ils viennent se jouer les chantres de la démocratie. Non, c'est bon. Moi, j'espère qu'une chose, c'est que les gens ne quittent pas Twitter, mais qu'ils quittent LCI et qu'ils quittent ces trucs-là, hein. Voilà, c'est ça la vraie réponse. Le Parisien, etc., tous ces journaux qui ne vivent déjà que de l'argent public, ou Libération, il faut arrêter tout ça. Voilà, c'est ça la véritable sanction. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se produire. Et c'est pour ça qu'ils sont aux abois. Voilà. Quant à ce monsieur, je vais peut-être faire une vidéo spécifique, si j'ai le temps, là, justement, sur ce dossier-là, minuit moins 10 avant Poutine. C'est absolument honteux que ce monsieur prétende être un chercheur et qu'il nous coûte des centaines de milliers d'euros par an pour faire fonctionner son truc, qui est une officine politicienne. Non. Il y aura, si nous arrivons au pouvoir, un grand coup de balai à envoyer dans le CNRS. Vous savez ce que disait d'ailleurs De Gaulle, s'en plaignait déjà. Dans les années 60, en parlant du CNRS, il disait « Des chercheurs, j'en trouve, des trouveurs, j'en cherche ». Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de phraseurs, hein. Pas tous, il y a aussi des vrais chercheurs au CNRS. Ne me faites pas dire, là aussi, le problème de la nuance. Ne me faites pas dire que c'est tout zéro, ou tout blanc, ou tout noir. Non, non. Il y a des laboratoires de recherche, il y a des choses très sérieuses, notamment dans des sciences dures, il y a des choses qui sont très, très bien. Nous, en France, on a une faiblesse congénitale qui remonte à très, très loin dans l'histoire. C'est qu'on a parfois des gens géniaux en France, des vrais génies. Notamment, on était très fort avec toute une école de mathématiques qui était très forte. On avait des médailles Fields. Où malheureusement, l'enseignement français étant devenu ce qu'il est, on a l'impression que tout a été fait pour torpiller ça. Mais on a eu des très grands génies en physique, en chimie, en mathématiques, etc., etc., des inventeurs. Mais malheureusement, notre grand problème toujours a été le même, c'est la difficulté de la recherche appliquée, comme on dit, c'est-à-dire ensuite comment appliquer une invention, une découverte, comment en faire un process industriel et que ça débouche sur une véritable nouvelle industrie. Et c'est là, en règle générale, où le bas blesse. Mais cela étant, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de ménage à faire au CNRS, comme d'ailleurs dans beaucoup d'associations qui vivent sur fonds publics, pour notamment, je parle notamment des ONG qui sont cofinancées par Soros, qui vivent notamment pour vider de sens les lois prises par les députés français. Je pense par exemple aux questions sur l'immigration.